Alors bonsoir à tous, ce soir on va découvrir une petite partie de la flore de Patagonie. Alors c'est pas un voyage que j'ai fait, je rêve d'y aller, c'est sur ma liste de voyages. Mais j'ai rencontré via des groupes sur Facebook Marcela Ferreira, avec qui on a beaucoup échangé. Et c'est une dame qui a travaillé pour l'enseignement comme biologiste indépendante en Patagonie. Et l'un de ses points forts de sa carrière, c'est son étude unique et complète des plantes d'altitude justement de Patagonie. Donc aujourd'hui elle est à la retraite, elle effectue des relevés de végétation dans toute la Patagonie, en Argentine, et elle est guide botanique, et en plus c'est une fervente défenseuse de l'environnement. Donc du coup elle fait plein de posts où elle présente les fleurs et tout, et comme il y a une flore incroyable, j'avais un peu à cœur de vous la faire découvrir aussi de cette manière-là. Donc à savoir que la Patagonie, c'est une région géographique qui va s'étendre du sud de l'Argentine au sud du Chili. On le voit un peu sur la carte ici. Je vais essayer de vous montrer si ça fonctionne. Ouais, voilà. Donc là, on a le Chili qui va longer toute la côte ici, et l'Argentine qui va être de ce côté-là. Donc c'est des territoires qui sont très vastes. Ce sont des paysages qui sont contrastés de montagnes, glaciers, pampas, forêts subtropicales, littoraux, des îles, des archipels. Enfin voilà, il y a une diversité énorme. Il y a 75% des espèces qui sont observables sur les hauts sommets patagoniques et qui sont des plantes herbacées. Elles sont toutes évidemment de petite taille, ce qui leur permet de se protéger des conditions climatiques qui sont quand même extrêmes. On voit sur la photo à droite, il y a des belles montagnes. Donc ça leur permet également de limiter l'évapotranspiration qui est due aux effets du vent, l'intensité des rayonnements solaires, ainsi que du poids de la neige. C'est pour ça qu'elle va avoir tendance à pousser beaucoup en poussin, en boule. Elle développe également des structures souterraines importantes, ce qui leur permet de faire des réserves de substances et d'assurer l'ancrage de la plante dans le sol. Donc des racines assez fortes, souvent des gros pivots. Ou alors pour certaines, on verra certaines espèces de cactus qui vont faire un maillage de réseaux racinaires superficiels qui va leur permettre de capter l'humidité et qui leur suffit sur des zones très sèches. La partie souterraine est en proportion 2 fois supérieure à la partie aérienne pour certaines plantes. Et les systèmes radiculaires sont très étendus et généralement superficiels justement pour profiter de l'humidité qui va se trouver dans la couche superficielle du sol. Donc là, une petite photo d'introduction pour voir l'immensité des paysages. On voit 3 personnes sur la droite. Ça vous donne un peu l'immensité et la diversité des paysages, les contrastes et tout, qui sont vraiment immenses. Donc là, il y a des belles randos à faire. Donc là, on va avoir une première plante, qui est une plante vivace, un Adesmia villosa, qui fait partie de la famille des Fabacées. Qui a un port, elle va avoir un port prostré avec aux tiges d'une douzaine de centimètres environ, et très velue. Toute la plante est très velue. Les feuilles vont posséder 12 à 13 folioles lancéolées à obovales d'une dizaine de centimètres de long environ. Les fleurs vont mesurer 1 à 2 cm, elles sont généralement solitaires, de couleur jaune. Et cette plante va s'observer dans toute la Patagonie, vraiment de 10 à 800 mètres d'altitude, pas plus. Donc là, des fleurs très lumineuses et vraiment ce côté velu de la plante qui est assez impressionnant. Donc une astromère, Astromeria patagonica, qui est une plante encore vivace, rhizomateuse, charnue, et elle va affectionner les sols volcaniques. C'est une plante qui se multiplie par semis. Alors pour la semer, dans les infos que j'ai trouvées, il faut faire tremper la graine au moins pendant 24 heures pour déclencher la germination. Et puis à côté, on a un petit Aureopolus qui est une plante à racines pivotantes qui va former un coussin qui peut atteindre dans son biotope jusqu'à 1 mètre de large. Les feuilles sont de couleur grise, forme elliptique, ovale, elles vont mesurer entre 1 et 3 cm. Les fleurs vont apparaître en grappes, sont de couleur jaune avec un long tube. Et la floraison a lieu du printemps au début de l'été, en Patagonie évidemment. Et c'est une plante qu'on va observer dans les éboulis volcaniques entre 300 et 3500 mètres d'altitude. Alors l'astromère, c'est celle-là.
Paulus, c'est celui-là. Les feuilles un peu charnues. Oui, on voit, hein, ça fait de la réserve. Une autre Alstromeria aurea, feuillage inversé. Comme les autres membres de son genre, les feuilles présentent une curiosité botanique appelée résupination. En fait, c'est qu'elles vont se tordre à 180 degrés pour apparaître à l'envers. Dans le langage des fleurs, les Astromeria symbolisent l'amitié, la prospérité et la dévotion. Un symbole sur cette plante. Alors c'est des plantes qui, bien qu'elles soient robustes, elles peuvent parfois devenir invasives dans les climats favorables, comme notamment en Nouvelle-Zélande, où elle fait partie des plantes introduites. Ça reste des plantes assez sympas, parce que très colorées, hein, avec des couleurs très, très vives. L'anarthrophyllum, c'est un arbuste, encore un représentant de la famille des Fabacées, un arbuste au feuillage grisâtre qui va mesurer entre 25 cm et 1 mètre de hauteur. C'est le seul autre anarthrophyllum à feuilles unifoliées. Il est différent d'Andicolum, l'espèce Andicolum, par ses paires de stipules qui sont nettement plus longues, étroites, pointues, et qui présentent des folioles solitaires généralement plus longs de 5 à 7 mm, qui peuvent aller même jusqu'à 14 mm. Les fleurs des deux espèces sont similaires, mais celle de l'espèce Subandinum peut être légèrement plus grande et le standard beaucoup moins velu. C'est une plante qu'on va observer de la Patagonie septentrionale, du centre au sud des contreforts des Andes, l'Argentine, autour de 1000 mètres. Une autre espèce, un Arthrophyllum strigulipetalum, qui va présenter un port arrondi qui va mesurer entre 50 et 60 cm de hauteur et qui peut atteindre 1,20 m de diamètre. Donc ça fait déjà un bel arbuste. Il va présenter des fleurs qui vont mesurer entre, on va dire, 1,5 cm et 1,8, 2 cm maximum, qui sont de couleur orangée, jaune-orangé, solitaires. Les ailes et la carène sont pubescentes et la longueur est égale à l'étendard, fortement réfléchi, qui va se recourber sur lui-même. On le devine un peu ici. Vous voyez là? Ici, on a tendance à se recourber là aussi. Là aussi. C'est assez flagrant. Les feuilles sont glauques, trifoliées, vont mesurer entre 1 cm et 2 cm et demi, au-dessus d'une paire de stipules qui est beaucoup plus courte. Une plante qui va s'observer du centre au sud des Andes, de l'Argentine, à une altitude de 800 mètres à peu près. On pousse dans des sols assez drainants. L'Araucaria araucana, on connaît tous plus ou moins, hein. C'est quand même un arbre qui peut mesurer de 30 à 40 mètres. A savoir qu'au Chili, les plus vieux sujets ont été estimés à environ 2000 ans. Lui présente des feuilles qui sont en forme d'écailles, coriaces, ovales ou lancéolées, persistantes, et elles peuvent avoir une durée de vie de 10 à 15 ans, les feuilles. C'est une plante qui est classée en danger par l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, depuis 2013. C'est vrai qu'on en voit des fois chez nous dans des arboretums, mais là on a une forêt, là c'est assez impressionnant. On en verra plus loin sur une autre photo. Je crois que c'est la photo suivante. Ouais, voilà. Là, on a vraiment un paysage avec des araucarias. Très représentatif des paysages de Patagonie. Le cactus, enfin une cactacée, Ostrocactus bertinii, un cactus qui présente des épines assez fortes, hein, et crochues, on voit bien sur la photo qu'on n'a pas envie d'aller le chatouiller, dont la forme et la quantité et la grosseur vont dépendre de l'insolation de la plante. Les fleurs sont apicales, elles vont pousser sur le sommet de différentes couleurs, ça peut aller du jaune, rouge, rose ou légèrement brune. Évidemment, ces plantes poussent dans des sols très drainants minérales. Température hivernale. Ça peut descendre sur des températures inférieures à jusqu'à -5, -6. Hein. Ça arrive à passer. Hein. Après, il peut y avoir le couvert de neige aussi qui peut protéger la plante. Il y a ça aussi à prendre en compte. Et le fait que le sol soit très drainant, ça va aussi jouer sur le système racinaire qui va être préservé. Hein. On pourrait resymboliser ça un peu chez nous sur de la plante alpine.
ou si on plante dans une rocaille ici avec un sol très drainant et qu'il y a un passage neigeux, ça ne va pas induire de pourriture sur les racines. Encore que nous, on n'aura pas ce couvert neigeux qui, lui, va protéger la plante dans son milieu naturel. Une azorelle, une autre plante vivace, alors cespiteuse, on voit bien, c'est fait un grand coussin hémisphérique ou assez plat, et qui sont, alors ça c'est des plantes qui sont à croissance assez lente, très lente, et qui vont pousser de quelques millimètres par an. Donc là je pense que j'ai pas la taille de la touffe de la plante, mais ça elle a l'air quand même assez imposante. Après ça fait un peu comme nos silenacaules, on voit que sur le cœur, tendance à dépérir, et puis voilà, ça se régénère en fait sur les pousses d'extrémité. C'est un seul pied ça? C'est un seul pied? Oui, c'est un seul pied, ouais. On en voit un autre sur la gauche, là, un plus petit, ici, il y en a un autre ici, voilà, et je pense qu'il y en a un ici, et après, bon voilà, ils sont un peu disséminés autour, mais celui-là, c'est un pied unique. Une autre espèce, l'espèce Madreporica, toujours des plantes en coussin, ça fait à peu près 10 cm de haut. Par contre, cette espèce-là peut former des tapis de 3 mètres. Donc là, pareil, on voit qu'il y a une sacrée plante. Les feuilles vont mesurer entre 1 à 5 mm de long. Elles ont des formes elliptiques à orbiculaires. Elles sont divisées en 3 lobes arrondis à l'extrémité. C'est des pieds différents, alors là, on dirait qu'il y a un pied ici. Là, pour moi, ça c'est un pied. C'est un seul pied, ça, pour moi, tout ça, après, c'est difficile à dire. Mais est-ce que l'ensemble est un seul pied ou est-ce qu'il y a eu des 1, 2 et encore un pied? Quoique là, ça a l'air d'être le même pied. Alors, cette plante va fleurir de couleur jaune. Les fleurs sont regroupées en ombelles de 2 à 9 fleurs, par 2 à 9. Alors oui, pareil, ça fait comme dans nos silènes, il y a d'autres plantes aussi, les graines qui atterrissent dans le coussin et qui vont germer au cœur de... Et on voit là, au fond, la diversité des paysages. On voit les sommets enneigés ici, là on voit ces parties très, très sèches, très arides. Là on voit que c'est quand même très rocailleux, sableux, rocailleux. Encore d'autres espèces d'azorelles, l'espèce Monanta. Là-bas ils appellent ça Yareta, Y-A-R-E-T-A, ou bois de chauffage. A priori, je ne sais pas s'ils utilisent cette plante-là pour allumer le feu, démarrer un feu, mais les premiers explorateurs qui ont rencontré l'Azorella nivalis, l'espèce nivalis, ont parfois utilisé ces coussins denses comme combustible en raison de leur densité et de leur capacité à brûler lentement, malgré leur faible valeur calorifique. Cela en faisait une ressource précieuse dans les régions où le bois était inexistant. La photo en bas à droite, celle-là, elle a été prise dans la steppe près de Bariloche, qui abrite aussi une oxalis. On voit une oxalis en fleurs qui pousse à côté de l'azorelle. Pareil, on voit un lac, encore là, il y a une grande diversité de paysages. Là, on voit sur la photo en haut à droite que ça a l'air très, très sec. Un substrat plus noir, peut-être plus volcanique. Et dans la photo qui est ici, on voit là, je pense qu'il y a différentes plantes, différentes sont venues se ressemer au pied. On reste dans les azorelles, l'espèce Nivalis. Pareil, qui pousse très lentement, quelques millimètres par an. Certains spécimens peuvent vivre plusieurs centaines d'années, ce qui en fait des témoins vivants de l'histoire écologique de leur habitat. Un peu encore comme les silènes ou comme certains lichens. Souvent on s'extasie devant des arbres qui sont très vieux, des plantes qui peuvent être centenaires, et en fait des lichens peuvent être beaucoup plus vieux encore. Bon, celui-là on connaît, Berberis microphylla, qui est une espèce endémique du sud-ouest de l'Amérique du Sud, depuis les Andes, de Curicó au centre du Chili, à 2500 mètres d'altitude, ainsi qu'au niveau de la mer, dans la terre de feu qui est dans la pointe, au Chili et en Argentine. Un beau Berberis qui est très, très coloré, avec ses petites fleurs jaunes, très lumineux. Lui va pousser dans des habitats perturbés, aussi bien dans les pâturages que le long des routes. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, sauf erreur de ma part, on pouvait l'observer, je crois qu'on l'avait dans le Fruticetum de l'école du Breuil. Il me semble qu'il l'avait, donc s'il est toujours présent.
En fleurs, il est quand même assez beau. Une petite plante, Bernoudia major. Alors ça, j'ai pas réussi à avoir d'infos sur cette plante. Je sais pas si quelqu'un connaît cette plante. J'ai eu beau chercher dans plein de documents, j'ai pas trouvé d'infos sur cette plante. Donc, mais bon, on voit qu'elle pousse dans de la roche volcanique. Toute petite, elle n'a pas l'air bien grosse. Elle a l'air assez velue. Une très belle plante. Chaeophora coronata. Alors attention parce qu'elle est aussi belle qu'elle est piquante. C'est une plante qui est extrêmement urticante. C'est une plante qu'on observe dans les éboulis, qui va pousser dans les éboulis, les zones de rochers semi-ombragées, à environ aux altitudes de 2000 mètres d'altitude. Les fleurs sont assez délicates, les pétales assez fins, mais par contre tous les petits poils blancs qu'on voit sur les feuillages et tout sont urticants. Une famille peu commune, l'Oasacée, on n'en voit pas beaucoup. Calceolaria corymbosa, c'est l'espèce corymbosa. Dans son aire de répartition naturelle est du centre et le sud du Chili. Plante vivace qui va pousser principalement dans le biome tempéré, à savoir que le Chili est une île biogéographique qui est confinée à l'ouest par l'océan Pacifique, à l'est par les Andes et au nord par le désert d'Atacama. En conséquence, la flore a développé des niveaux d'endémisme très élevés, comprenant 2154 espèces dans 467 genres et 134 familles. Avec 46%, il s'agit du deuxième pourcentage le plus élevé pour un pays d'Amérique du Sud. Quand même assez riche en espèces. Les calcéolaires, c'est des plantes qui sont assez originales. Ouais. C'est assez marrant, c'est cette petite forme de pantoufle, de chausson. Ouais. Une autre espèce, Lagunae blancae. Pareil, on voit qu'il pousse bien dans les éboulis. Exposition ensoleillée à mi-ombragée. Alors ça, c'est une espèce qui pousse en touffe, qui va s'étaler par stolon souterrain, qui va mesurer entre 8 et 9 cm. Ses feuilles sont lancéolées oblongues et légèrement glanduleuses, et la floraison apparaît de juin à août avec des fleurs jaunes d'or. Éboulis acide, et on l'observe le Chili, aussi bien en Chili qu'en Argentine. Anciennement classé dans les Scrofula iacées. Oui, exact. Ouais. On a changé de famille. Ouais. Maintenant, c'est les Calceolariacées. Oui. Et on voit bien cette fleur qui évoque un peu une forme de chausson, de pantoufle, un peu. C'est assez marrant. Alors celui-là, bon, on l'a déjà tous vu en photo. Voilà. L'espèce uniflora, on a l'impression qu'il nous parle. Il a quelque chose à nous dire. Il nous observe. Oui, c'est ça. Alors c'est une autre espèce qui va mesurer une dizaine de centimètres, fleurs jaune-orangées, qui vont également apparaître entre juin et août, et qui poussent aussi en sol acide, aussi bien au Chili qu'en Argentine. Alors celui-là, il est vraiment extraordinaire. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a deux yeux, comme deux petits yeux qui nous regardent sur la fleur, là, ici, là, avec la bouche ici, et puis il a la mâchoire qui lui en tombe. Ouais, c'est assez curieux. Mais c'est vrai que ça fait des plantes comme ça fait rêver, parce que... On est bien d'accord que c'est juin à août local. Local. Oui. Alors après, chez nous, il faudrait déjà arriver à la faire pousser. Non, mais en fait, c'est, je sais pas, c'est décembre à... Oui, voilà, c'est inversé, ouais. D'accord. Vous avez essayé l'acclimatation dans le parc floral? Non. Aucune de ces espèces? Non, on n'a pas de collection représentante de la flore de Patagonie. Mais j'aimerais bien. Mais parce qu'il y a une belle richesse, une belle diversité, il y a vraiment des choses incroyables. Après, alors là, on va voir une autre curiosité, moins vive en couleur, mais qui est assez curieuse. Calianthemoides semi-verticillata. Alors ça, c'est une plante qui va être au racinaire très conséquent, qui va lui permettre de stocker des réserves d'eau et de s'ancrer solidement dans les roches instables. On voit bien que là, elle est dans des éboulis qui sont instables, et souvent les plantes se déplacent un peu comme ça, mais elle se fixe vraiment un fort pivot. C'est dommage, je ne l'ai pas mis, j'avais une photo avec le système racinaire, il est très très puissant.
Il y a un gros pivot fort et après tout un réseau de racines secondaires qui partent dans le sol. Alors, c'est assez marrant, hein, la pousse de la plante comme ça, avec ses tiges un peu couleur taupe, là, avec le petit toupet de feuillage et la fleur blanche sur l'apex, sur le sommet. Là. C'est assez marrant. Ils appellent ça fleur de soie et elle fait partie de la famille des ranunculacées. Hein. Et là, on voit qu'encore un peu plus loin, il y a encore de la neige, hein, donc on voit que c'est... je pense qu'elle doit sortir assez vite à la fonte des neiges. Un peu comme nos soldats neige, je pense. Un pétunia. On est loin des nôtres. Hein. Pétunia patagonica. Joli pétunia qui peut se cultiver en auge. Hein, si vous arrivez à avoir des graines, celui-là, il peut se cultiver en auge. Il va mesurer à peu près 8 cm et il peut s'étaler jusqu'à 30 cm. Prévoyez un sol drainant, pauvre. Et puis son attrait, c'est ses fleurs en forme de cloche un peu rose, là, qui sont très jolies. Qui peuvent aller du jaune crème avec des veines brunes violettes, et il a un feuillage persistant. Son feuillage est persistant. Il peut faire des beaux tapis. Hein. On voit que là, il y a déjà... Quand c'est en fleurs, c'est juste magique. Hein. Il disparaît sous les fleurs. Là. Une astéracée, Caetanthera spatulifolia. Alors, comme son nom l'indique, spatulifolia signifie à feuilles spatulées, décrivant des feuilles en forme de spatule, élargies à l'extrémité, rétrécies à la base. Elles sont souvent couvertes de poils, donc velues. Elles ont une texture laineuse qui va leur permettre de réduire les pertes d'eau dans les environnements arides, et elles vont réfléchir la lumière du soleil, ce qui permet de réduire la température des tissus. Elle est considérée comme une espèce rare dans certaines régions, en raison de son habitat spécifique et de la pression exercée par les activités humaines, le tourisme notamment. Là, on voit que la roche, ça a l'air quand même assez volcanique. Hein. Notre espèce, l'espèce villosa. Alors, ils appellent cette plante, là-bas, ils appellent ça le chinita. Chinita velu, car ses feuilles sont recouvertes de poils. C'est des plantes qui sont capables de survivre dans des conditions de stress hydrique grâce à leurs racines profondes et leur métabolisme adapté. Donc, toujours des réseaux racinaires très, très puissants, très ancrés dans le sol. Et puis des couleurs au niveau des fleurs, des couleurs très vives. Chukiragua Avellanedae, pas facile à prononcer celui-là. Une astéracée, famille des astéracées. Alors là-bas, ils appellent ça la fleur des Andes, en raison de son association avec les régions andines. C'est un arbuste qui va être persistant, qui va pousser dans des terrains arides et rocheux. Il présente un couvert épineux qui va le protéger des herbivores, et il va fournir une ressource essentielle en nectar pour les pollinisateurs locaux, notamment les colibris. Donc c'est un arbuste qui est pollinisé par les colibris. Et ces racines vont aider à stabiliser les sols dans les zones sujettes à l'érosion. Pareil, des fleurs assez colorées, un peu tubulaires. Là. Épineux, alors là on ne se rend pas bien compte des épines sur la photo de gauche, mais a priori l'arbuste est très épineux. Alors là on en a vu un tout à l'heure, de la famille des cactacées, un autre, Denmosa rhodacantha. Un cactus qui va avoir une forme globuleuse, solitaire et qui va devenir souvent colonnaire avec l'âge. Il peut mesurer jusqu'à 1,50 m et son diamètre peut atteindre 20 à 30 cm. C'est déjà un beau bébé. Hein. Floraison estivale de couleur rouge vif, principalement sur l'apex. L'apex c'est le sommet de la plante. Et les fleurs sont tubulaires et elles sont souvent effectivement à l'apex. Hein. On les voit... Tout ça, bon là il y en a des fanés là ici, et tout ça c'est des fleurs, et là on les voit ici. Là. Donc l'apex en fait c'est la partie sommitale de la plante. Hein. Alors là on passe, vous avez vu la diversité, on passe de la plante en coussinet qui va mesurer 5-8 cm à du cactus qui peut mesurer 1,50 m de haut. Une petite plante d'Hipposis qui va posséder des tubercules comestibles. La drave qu'on rencontre dans nos montagnes, également appelée
La drave que l'on rencontre dans nos montagnes également est une plante de terrain sec et rocailleux. Sa floraison va apparaître au printemps en présence des fleurs de couleur blanche à 4 pétales, profondément échancrées, on le voit bien sur la photo de droite. On voit bien l'échancrure des pétales ici. Ici aussi. Et les feuilles sont plus ou moins velues et disposées en rosette. Pareil, on voit bien les rosettes de feuilles, ici, ici. Et on devine qu'elles sont un peu velues. Apparemment, ils consomment les tubercules de cette plante. Après, je ne sais pas de quelle manière, j'ai pas réussi à avoir une info plus précise. Une autre cactacée, Eriosis straussiana, qui est pareil, il va jouer un rôle écologique important, il va offrir un habitat et une source de nourriture pour des animaux comme les abeilles et autres pollinisateurs. Et c'est une plante qui est étudiée pour mieux comprendre les mécanismes d'adaptation des plantes au climat aride. Belle fleur jaune aussi, pareil, toujours sur l'apex, très épineux. Des bons petits crochets bien acérés, on n'a pas envie d'aller se frotter dessus. Érythranthe lutea, une plante de la famille des primacées, qui va pousser dans des milieux assez humides, bas-marais, berges de rivière. Elle va mesurer environ 30 cm, des fleurs de couleur jaune vif, avec des taches régulières et irrégulières, un peu comme des macules, on voit là, sur le centre des fleurs, et un feuillage qui va être velu. Là, vous avez vu, on est passé du cactus, milieu aride, à cette plante qui va pousser dans les milieux humides. Alors on remarque à chaque fois que généralement on a quand même des plantes à floraison très colorées, des couleurs très chaudes, très vives. Ben là pour le coup celle-là elle est un peu moins, elle est plus fade. Elle est assez curieuse, c'est une plante dans sa forme qui est assez curieuse. Gamocarpa macrocéphala. Alors c'est un genre qui présente 7 espèces dans le monde, dont 6 au Chili et 2 endémiques du Chili. C'est une plante qui est vivace, qui va produire des inflorescences relativement grandes pour sa taille, d'où le nom macrocéphala qui signifie grande tête. Les fleurs sont souvent blanchâtres, crème ou légèrement teintées de violet, regroupées en une structure dense. En raison de son adaptation et des conditions extrêmes, Gamocarpa macrocéphala est d'un grand intérêt pour l'étude des plantes alpines et de leur évolution. Voilà, je pense qu'on est sur du 0,5 cm au niveau de la rosette de feuilles. On est vraiment à ras le sol. Alors une mygale chilienne qui va présenter un venin peu actif. Elle mesure entre 17 et 20 cm. Alors pas de panique, c'est un genre qui est calme si on ne la dérange pas. Tant qu'on ne va pas la taquiner, elle reste calme. Bah, elle a un venin qui a priori est peu actif, mais bon, je m'y frotterai pas quand même. Parce qu'une bête comme ça de 20 cm, c'est... Ouais. Surtout qu'on n'a pas l'habitude d'en rencontrer dans nos contrées, donc faut trop... Amadrias kingii, donc encore une ranunculacée, une petite plante au feuillage entièrement velu, on voit bien sur la photo. Encore une fois qui va lui permettre de la protéger et du froid et des rayonnements solaires. Les feuilles et les racines peuvent stocker de l'eau, ce qui lui permet de survivre dans des environnements difficiles. Et pareil, elle est parfois étudiée dans des projets de restauration écologique dans les régions arides. C'est une plante qui est assez sympa sur sa forme globale, sa structure et la couleur de ses fleurs, parce que, vous voyez, selon le stade de la fleur, il y a des variations de couleurs qui sont assez belles. Elle est un peu de ce jaune brun, jaune doré, au jaune vif, à ce pourpre un peu taupe là. C'est assez... Bon là on est sur du 5 cm maximum. 4-5 cm, c'est très petit. On voit un sol sableux. Et puis là on voit bien une roche volcanique ici, un peu comme une pierre ponce là. On voit bien que... Une autre plante assez curieuse, Jaborosa laciniata, une plante de la famille des solanacées, qui va s'observer entre 2000 et 4000 mètres d'altitude. Elle va présenter des fleurs sessiles, campanulées, érigées, qui vont être de couleur, alors là on les voit un peu noires, mais en fait elles sont bleu-violet,
avec une marge blanche sur le tour des pétales. Le feuillage est très découpé, disposé en rosette, à ras le sol. Alors là, la photo est écrasée parce qu'elle est prise de dessus. En fait, c'est pareil, c'est une plante qui est à ras le sol. Et c'est vrai que les fleurs, on les perçoit un peu noires. L'Oasa pulchella, qui est une plante de la famille des Loasacées, alors elle qui comprend 265 espèces réparties en 14 à 20 genres, plante herbacée de petite à moyenne taille. Les feuilles sont souvent lobées, parfois légèrement dentelées, ce qui donne à la plante une apparence assez élégante finalement. Les fleurs sont petites, très attrayantes, généralement de couleur jaune ou orangée, avec des motifs subtils, ce qui leur vaut l'épithète pulchella, signifiant belle en latin. Comme d'autres membres de cette famille, cette plante possède des poils rigides et parfois urticants. Les poils peuvent provoquer une sensation de brûlure au toucher, ce qui sert de mécanisme de défense contre les herbivores. Une plante de la famille des Oléacées, Menodora robusta, le jasmin des champs. Alors ça, c'est une plante qui va pousser sur le bord de la rivière au nord de Neuquén, qui est une région dans le Chili. Petite feuille, système racinaire profond, qui va permettre à la plante de survivre dans des environnements avec peu d'eau, très arides. Et encore une plante aux fleurs encore très vives, très colorées. Microsteris gracilis, on appelle ça le phlox mince à fleurs minuscules. C'est une plante à floraison printanière qui va s'observer couramment dans l'ouest de l'Amérique du Nord, du Mexique, au Canada, ainsi que dans les déserts d'Amérique du Sud. La plante peut porter de une tige à plusieurs tiges pour celle des déserts, et les fleurs mesurent 0,2 mm de diamètre. Ouais. Ah oui, c'est minuscule. Ouais. Et elle possède 5 pétales avec une encoche à l'extrémité. Donc on voit bien la petite encoche sur l'extrémité du pétale là. Et la petite encoche là, là on la voit aussi. Là on la voit mieux. Et les fleurs sont vraiment toutes minuscules. D'où son nom, le phlox mince à fleurs minuscules. On a deux plantes là. On a à gauche Moschopsis caléophuensis et Caetanthera villosa à droite. Une plante de la famille des Calicéracées et une des Astéracées qu'on a déjà vu sur les photos d'avant. Alors Caetanthera, pour vous le rappeler, il pousse en altitude, en zone humide, il va supporter de courtes périodes de sécheresse. Il s'observe plutôt à Lubac, plante vivace, qui peut rester jusqu'à des températures négatives de l'ordre de moins 20 degrés. Feuillage laineux, hauteur de la plante environ 10 cm. Donc, moins 20 degrés, si on se dit qu'il y a un couvert neigeux qui protège la plante en plus, elle est tranquille. Donc, je pense qu'on a de la marge. Moschopsis rosulata, une petite plante qui va mesurer 2 à 5 cm de hauteur, qui va pousser dans des éboulis, dans des expositions ensoleillées à mi-ombragées. Alors c'est une plante qui peut être monocarpique à vivace. Floraison blanche, blanc ivoire, de juillet à septembre. Et la photo, en bas je vous ai mis, la photo a été prise ici. Bon, la pointe, là on est vraiment dans la pointe du Chili. Là on voit bien qu'elle pousse même dans des genres de gros blocs là de. Ça fait penser un peu à Rhodiola rosea un petit peu, elle m'évoque un peu cette plante pour ceux qui la connaissent. Ça fait un peu cet aspect-là, ce feuillage un peu succulent. Ouais, ou Echeveria aussi. Mais moi je te dis, elle me fait vraiment penser à la Myoskylus oblongum, famille des Santalacées. Alors ils utilisent, les racines et les feuilles de cet arbuste sont utilisées comme laxatifs pour le traitement des affections de la prostate, des maux d'estomac et des indigestions. Donc, bonne plante de pharmacopée. Donc un bel arbuste aussi. La petite fleur assez petite, couleur un peu rouge là. Assez jolie. On va être sur un arbuste de à peu près 1,50 m à 2 m maximum de hauteur. Et là, si on regarde bien la photo ici, là on voit qu'on est quand même sur des sols assez drainants et rocailleux. Là on aperçoit un lac.
Et là, on aperçoit des sommets enneigés. On a quand même une belle diversité de paysages. Nasovia lagaskae, encore une autre astéracée. Une plante qui est commune en haute montagne patagonienne. Petite taille, 2 cm, pas plus. Pour la touffe. Pour La- touffe. La hauteur de la plante. Ouais, ça ne va pas dépasser les 2 cm. Peu vivace, elle va fleurir de mai à juillet. Elle est résistante aux conditions climatiques difficiles comme les vents forts, les basses températures et la faible disponibilité en eau. Alors j'ai pas eu le nom de l'espèce, j'ai pas réussi à avoir le nom de l'espèce, mais 2 petits lézards patagons. Mais ceux-là j'ai pas réussi à ça. Ouais, oui, peut-être, mais bon. Marcella n'a pas eu le nom de l'espèce. Donc, petit couple, bien heureux. On dorait la pilule au soleil. Là. Une solanacée, Fabiana nana. Alors une plante qui va mesurer une trentaine de centimètres de hauteur. Sa particularité, c'est ses fleurs tubulaires en forme de tube, de couleur blanc à jaunâtre, qui vont apparaître en mai-juin. Cette plante, vous allez l'observer sur des pentes sèches de l'ouest de l'Amérique du Sud, entre 1000 mètres d'altitude et 4900 mètres, on va dire 5000 quoi. Donc, belle amplitude. Elle est aussi appelée fausse bruyère en rapport à son feuillage qui rappelle celle-ci. Mais j'aime bien l'originalité, c'est la forme de ces fleurs tubulaires qui sont assez jolies. Puis toujours, on retrouve ces plantes en coussin là au port. Une autre jolie plante de la famille des Verbenacées, Junénia micrantha. Plante tapissante qui va mesurer 15 cm de hauteur. Pareil, une plante d'ébouli sableux. Et floraison juin à août, principalement l'été, fin de printemps-été. Et là, on voit bien sur la photo en bas à gauche, on voit qu'on a une seule plante, encore un beau tapis. Ouais. D'autres espèces, Junélia conati bracteata et à droite Patagonica, l'espèce Patagonica. Encore des belles touffes de plantes là. Alors là, les photos là pour indication, elles ont été prises dans le parc national Laguna Blanca, dans la région de Neuquén, en novembre. Vous voyez là, le décalage des périodes de floraison, ça commence en novembre et ça va aller, j'imagine, jusqu'en mars, avril, décalé par rapport à chez nous. Nototriche compacta, une plante de la famille des malvacées. C'est une plante qui va feutrer, blanc argenté, qui va mesurer 30 cm de diamètre, avec un feuillage en forme qui évoque un peu la feuille de chêne, divisée en segments latéraux. Les fleurs ont des pétales ronds d'environ 1 cm de long, de couleur bleu-lilas, pâle ou blanche. Elles apparaissent au milieu de l'été en culture. Elles s'observent du Chili, dans la cordillère de Santiago, entre 3300 mètres et 4200 mètres d'altitude. Pareil, elle pousse dans de la roche volcanique encore. Encore une plante très velue, on voit que... Ouais, très forte pour se protéger et des rayons solaires, capter l'humidité, les vents, protéger des vents. Pouvoir d'adaptation des plantes est sans limite. Une plante de la famille des Rhamnacées, Oquetophylla nana, une plante indigène qui va s'observer entre 1000 mètres d'altitude et 3800 mètres. Et encore une plante qui va contribuer à la stabilisation des sols et qui va jouer un rôle écologique important dans son écosystème. Alors, elle évoque un peu les saules qu'on peut retrouver dans nos montagnes. Vous voyez, voilà, comme ça. C'est le nerf train. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Elle épouse la forme de la roche, là. Pareil, on retrouve un peu ces fleurs un peu tubulaires en forme de tube. Une iridacée. Olsinium gentium. C'est pour toi, Pelka. Une belle plante qui va pousser sur les collines ensoleillées. Les fleurs vont mesurer entre 1 cm et 2 cm et demi. Elles peuvent être blanches, roses ou lilas. Elles vont être cultivées de semis, elles peuvent fleurir dès la première année. Et généralement, on l'observe là-bas, dans son biotope, elle s'observe quand même à 3700 mètres d'altitude. Donc là, vous avez la forme un peu blanche. Je vais vous montrer la forme rose. C'est assez joli, hein, c'est assez gracile. Hein. C'est pas la même. C'est la même, sauf que c'est pas la même couleur. Alors sans la fleur,
moi, elle m'évoquerait presque du feuillage un peu d'ail. Oui, Le pinceau qui ont ce feuillage un peu. Gigantesque, moi, j'aime Ouais, bien ça. ouais aussi, ouais. Derrière, je me demande si c'est pas des calcéolaires qu'on voit un peu jaunes. Je pense que ça y ressemble bien. Ouais. Oreopolus glacialis, une plante de la famille des rubiacées. Ils appellent ça l'omelette là-bas. Je vous laisse deviner pourquoi. Alors, une plante de plein soleil, hein, exposition lumineuse, arrosage léger et un substrat à peine humide en hiver. Donc celle-là peut se cultiver en auge, mais vraiment la protéger en hiver. Et elle va mesurer environ 5 cm de hauteur, j'allais dire d'épaisseur presque. Et c'est une plante qui est odorante. Et là, avec le paysage, c'est vrai que ça fait une belle photo, c'est sympa. Alors là, on a une plante et puis un petit butineur. Hein. Donc il y a le colibri à flanc blanc qui est en train de butiner l'Anertophyllum strigulipetalum, qui est une plante de terrain sableux et acide, qui va pousser en zone semi-désertique, qui va être sensible aux excès d'humidité. Et c'est une espèce qui mesure entre 80 cm et 1 m 20 de haut. Et on reconnaît bien la fleur des fabacées, on retrouve bien cette forme de fleur très spécifique. Un Oxalis erythrosaura. Ça c'est une plante de crête. Hein. Alors là on voit bien que là on n'est pas dans un milieu tendre. Il y a de la caillasse, l'hiver il ne doit pas faire chaud. Alors j'avais trouvé, il y avait eu un test apparemment, il y a un randonneur botaniste qui avait fait un test, il était muni d'un thermomètre. Et il avait fait un test en haute montagne, et quand il a placé le thermomètre entre les branches de l'oxalis et après il a mesuré au sommet de la colline, il a quand même remarqué 15 degrés de différence entre le niveau de sa poitrine et le cœur de la plante. 15 degrés. De toute façon, ça c'est bien connu que ces plantes en coussin se préservent comme ça, hein, elles gardent la chaleur. Comme notre Silenacole qui peut avoir cette variation thermique à l'intérieur de son coussin qui va être de 6-8 degrés à peu près. Après, ça peut être aléatoire, mais. Ouais. C'est tellement serré. Ouais, c'est tellement dense que l'air ne rentre pas. Et... Une Borraginacée Phacelia sinuata, qui est également connue sous le nom de Phacelie sinueuse. Ça, c'est une plante annuelle. Hein. Elle est originaire de certaines régions d'Amérique du Nord et pousse souvent dans des habitats secs ou sablonneux. Voilà, on voit bien que c'est le cas. Hein. Oui. Ouais. Alors on repart dans les cactacées. Un Pterocactus fischeri. Racines tubérisées assez longues, des tiges qui vont mesurer 15 cm de long, des glochites qui vont porter 4 épines centrales de couleur marron à noir de forme, plate, voire papyracée. On voit un peu ce vriller, on le voit sur la photo un peu en haut à gauche. Ici. Là on voit cette forme de... Ouais, qui se tord un peu. Hein. Alors, les épines vont mesurer entre 1 et 5 cm de long. Et les radiales sont au nombre de 12 minimum et mesurent 6 cm de long. Un autre cactus. Pterocactus tuberosus, qui lui va présenter des tiges fines de couleur sombre, gris-vert à noir, on voit bien, hein, ça ressort assez bien sur la photo, qui vont mesurer entre 3 et 40 cm de longueur pour un diamètre de 0,5 à 1,5 cm. Donc à peu près, je sais pas, le pouce. Les fleurs sont insérées en bout de tige et sont de couleur jaune cuivre. Limite, pour en avoir vu en cactus en vrai, c'est vrai que la couleur des pétales, limite métallique selon le reflet qu'il y a dessus, hein, c'est assez joli. Hein. Une Amarylidacée, Rhodolirium montanum, donc qui a une aire de répartition naturelle qui va s'étendre du centre du Chili à l'Argentine. C'est une géophyte bulbeuse qui va pousser principalement dans le biome subtropical. En fait, il va pousser sur cette bande-là, entre juste le long là et ici. Donc nous allons aller observer ici. Belle Amarylidacée, hein, très, très lumineuse, elle évoque un peu le lys aussi.
Et on reste encore une fois sur des fleurs très colorées. Alors là, on a deux plantes. Alors ici, on a un Sanicula, qui est cette plante-là. Ici, voilà, tout ça. Et ici, on a un Oxalis. On devine un peu le feuillage ici, avec la fleur de l'Oxalis ici. C'est Oxalis adenophylla et la Sanicula graveolens. C'est des plantes qui poussent sur des sols rocailleux, sablonneux, bien drainés, souvent dans des zones exposées au vent froid et sec. Et alors, l'Oxalis, la fleur se renferme la nuit. Un Schizanthus grahami, encore une solanacée, plante vivace, voire bisannuelle, qui peut être cultivée comme une annuelle aux latitudes moyennes. Elle va avoir une floraison de mai au gelée, elle se multiplie très bien par semis, soit à l'automne, en septembre, pour les premières floraisons fin mai, sinon au printemps, fin mars, début avril, pour les premières floraisons en juillet. L'espèce Grahami mesure environ une soixantaine de centimètres de hauteur et elle a des tiges fortement ramifiées. Schizanthus. Schizanthus, S-C-H-I. Ah, d'accord. S-C-H-I. Alors, on m'a toujours appris qu'on on chie pas en latin. Donc, Schizanthus grahami. C'est marrant cette couleur orangée sur le pétale supérieur, là, c'est assez curieux. Avec cette marge supérieure qui revient en rose, c'est assez. Un sénécio, Giliésii, une petite plante vivace rhizomateuse, aux tiges florales dressées, très velues, encore une fois, qui peut former des touffes enracinées assez étendues, un feuillage entassé jusqu'à 1 mètre de diamètre, des feuilles spatulées, capitules en corymbe terminaux de 2 à 4. Elle va s'observer entre 1900 et 2700 mètres d'altitude et s'apparente à l'espèce candidans qui est beaucoup plus grande. Dans les sénéciaux, c'est pareil, c'est un monde. Il y en a pléthore d'espèces. C'est un genre. Une autre espèce de sénécio, encore une plante d'éboulis qui, alors lui, va être tout petit, 2 à 3 cm de hauteur. Portalesianus. Sénécio Portalesianus. Une astéracée, une plante d'éboulis qui va se pousser dans des sols sableux, des sols pauvres, graveleux, bien drainés, qui va mesurer entre 15 et 25 cm et qui prospère dans des environnements chauds, arides, avec une exposition au plein soleil. Timophila pentaceata. On ne peut pas se tromper sur la famille, vu la fleur. Voilà, il n'y a pas de doute. Encore une amarylidacée, Tristagma patagonicum, qui est nommée petite étoile blanche. Selon les croyances des éleveurs d'agneaux, elle indique qu'il y aura beaucoup de naissances. Chez les agneaux, chez les bergers. Des Patagons, enfin oui, chez des éleveurs d'agneaux. Oui, chez les bergers. On peut faire une dizaine de centimètres sur la tige en fleur, une dizaine de centimètres. De hauteur. Oui. Alors là, on rentre dans le domaine des violats, donc les pensées. Donc là, on a l'espèce Atropurpurea, on voit bien la fleur pourpre. Hein. Vous voyez les fleurs ici. Donc on reconnaît bien un peu la fleur de la pensée. Et c'est vrai que quand on voit la plante, on n'évoque pas forcément une pensée. Hein. Alors ça, c'est une plante qui a une racine pivotante, qui va présenter plusieurs rosettes aplaties, entre 3 et 6 cm de diamètre. Les feuilles sont étroitement imbriquées et soigneusement spiralées, spatulées au bord rougeâtre. Les fleurs mesurent entre 5 et 7 mm de diamètre. Elles ont des anneaux sur les pétioles épaissis. Leur couleur est pourpre noirâtre avec une gorge jaune et une moustache de poils blancs sur les pétales latéraux. Alors, on devine un petit peu, vous voyez les poils blancs ici? Voilà, on devine les petits poils blancs là. Non, c'est pas irritant. Hein. Non, c'est pas irritant. Vous voyez, on voit mieux les petits poils blancs. Là. Et c'est curieux, hein. Donc pareil, plante d'éboulis qui va s'observer entre 2300 et 3800 mètres d'altitude. Il faut quand même aller la chercher. Elle se mérite. Ouais. Alors celle d'après aussi se mérite. Hein. Viola coronifera,
endémique du centre-ouest de la région de Neuquén. C'est une viola qui fait partie du groupe Rosulate, originaire d'Amérique du Sud. Elle présente un aspect de sempervivum. C'est une plante de lieu semi-désertique à la culture très délicate. Elle va affectionner des situations lumineuses, des arrosages par capillarité. Et alors, si vous avez des graines que vous la semez, la germination peut prendre 3 ans. 3 ans avant de germer. Donc, demande de la patience. Donc là, je pense qu'on est sur des beaux sujets. C'est vrai que c'est des plantes magiques, ça fait rêver. Hein. C'est vrai que voir ça en biotope, en plus on voit sur l'arrière-plan, là on voit que je pense qu'il y en a d'autres qui ont poussé là-dedans, là, sur les roches, là. Donc, je pense qu'il y en a une aussi. Donc, c'est vrai que ça a l'air assez sympa. La disposition du feuillage. C'est incroyable, hein. Ah ouais, Parce que t'as une gorge à l'intérieur. c'est dingue, hein. Ouais. L'imbrication aussi, des feuilles. Alors là, on a 2 plantes. On a une viola. On a une viola ici. Et le pinasa qui est en arrière avec les fleurs jaunes. Et ce feuillage-là. Alors, pinasa, c'est une plante vivace, très dufteuse, qui va mesurer de 2 à 10 cm de haut, qui va présenter des fleurs solitaires, jaunes à centre blanc, qui vont mesurer entre 1,5 cm et 2,5 cm de diamètre, aux pétales concaves. Elle va s'observer entre 1600 et 2500 mètres d'altitude sur des éboulis, des pentes rocheuses et des plaines sablonneuses. Et j'aime bien, moi, la structure de la fleur. Hein. C'est assez joli. Hein. Oui, c'est extraordinaire. Alors là, je ne sais pas laquelle protège l'autre, parce qu'elles se sont vraiment collées. Hein. Une autre viola, on revient sur la viola, une viola d'Aziphylla. Là, on est sur des touffes de feuilles moins larges, hein, beaucoup. C'est plus sur un port globulaire de la plante globale. Encore une autre. Celle-là, elle est micro-endémique et elle va pousser sur 2 sommets montagneux près de Zapala, dans la région de Neuquén. Je vous ai mis là la petite carte, vous voyez là. Ça fait plus haut que la Patagonie quand même, c'est les Andes. Là, ouais, on est à la limite du Chili. Hein. Ouais. Tu as donné son nom. Oui, elle lui a donné son nom. Encore une autre espèce. Ah, c'est fou, hein, c'est incroyable. Hein. Ouais, puis là, alors là, j'imagine que c'est des plantes qui ne doivent pas être toutes jeunes. Parce que quand on voit la touffe sur la photo à gauche, sachant que ça peut mettre 3 ans avant de germer, là je pense que c'est incroyable. Et on a l'impression que la fleur, elle veut rester discrète dans la plante. Elle sort juste ce qu'il faut. Imbriqué. Ouais, c'est... Alors malheureusement, ça c'est une espèce qui est limitée à 2 sites spécifiques dans le centre de la région de Neuquén. Le problème, c'est que c'est une plante qui est sous pression en raison de la fréquentation du site et de l'urbanisation. C'est encore des plantes qu'il va falloir une fois de plus protéger parce qu'elles risquent de potentiel de disparition. Et puis ce feuillage un peu brun qui va se fondre dans la couleur de la roche. C'est curieux. Encore une. Petreaea. Une fleur qui a tendance à plus sortir de la plante, moins imbriquée et plus lumineuse. Et on retrouve les petites barbes de poils hein, sur les pétales. Encore une, l'espèce Saculus. Il y a une belle diversité d'espèces hein, dans les violas, hein, avec un papillon. Ouais. 2 autres espèces, Volcanica et Subandina. Vous voyez quand même la différence du feuillage des espèces. Hein. Sur la photo de gauche, là, on est sur des feuilles beaucoup plus, toujours imbriquées, mais beaucoup plus rondes. Semi-arrondies comme ça, mais il y a toujours cette imbrication, même un peu spiralée. Ouais. Et là, on est sur la feuille limite lancéolée, dufteuse, incroyable. Hein. Et là, on est sur une fleur de couleur très vive. Hein. Et là, on voit qu'on est sur des substrats très brunants. Alors, l'espèce Volcanica, elle va avoir une floraison blanche. Hein. Elle mesure entre 4 et 5 cm de haut.
Et l'espèce Subandina, elle peut résister jusqu'à des températures inférieures de moins 8 degrés. Et elle va mesurer entre 1 et 3 cm. Donc là, je vous ai mis quelques photos de mini-jardins dans le paysage, hein, pour un peu conclure cette découverte de la flore de Patagonie. Et c'est vrai que sur un petit espace, déjà, on retrouve des petites plantes. Notre mini-jardin. On reste dans des milieux très minéraux. Hein. Et encore un autre. Où là, on voit le milieu minéral, on voit des arbres et on voit la neige sur les sommets. J'espère que comme moi vous avez eu plaisir à découvrir cette flore incroyable de Patagonie. Alors ça n'en est qu'une petite facette, hein, parce que j'aurais pu en mettre, il y en a énormément, c'est très riche. Et je remercie encore Marcella parce qu'elle m'a autorisé à partager ces photos.